L'intitulé qui m'a été proposé, c'est la tuberculose multifocale, donc aucun conflit d'intérêt par rapport à cette présentation. Je commencerai par dire que la tuberculose constitue une véritable menace de la santé de par le monde. Ça a été confirmé dans le dernier rapport de l'OMS, puisque en 2021, 10,6 millions de nouveaux cas de tuberculose ont été déclarés, soit une augmentation de 4,5% par rapport à 2020. Que 26,3 millions de personnes ont reçu un traitement antituberculeux pendant la période allant de 2018 à 2021. Ce chiffre est inférieur à la cible proposée par l'OMS, que également 450 000 nouveaux cas de tuberculose multirésistante ont été déclarés, que le nombre de décès déclarés est de 1,6 million pendant cette période. Donc les experts de l'OMS ont confirmé que c'est la première fois que depuis de nombreuses années, on assiste à une augmentation du nombre de personnes qui développent la maladie, toutes formes confondues, particulièrement les formes graves et les formes disséminées. Et également, on l'a constaté au cours de, même nous en Tunisie, on l'a constaté au cours de ces 2 dernières années. L'OMS a également rapporté que le diagnostic et le traitement de la tuberculose ont permis de sauver 74 millions de vies, que les dépenses mondiales ont diminué par rapport à 2019 et que 79% des dépenses fixées sont de sources intérieures. C'est pratiquement constant par rapport aux années précédentes et que seulement 0,9 milliards de dollars sur 2 milliards sont destinés à la recherche et au développement. Donc les OMS ont également conclu une baisse de dépenses mondiales pour le programme de lutte anti-tuberculose. Peut-être c'est un élément qui nous a poussé les experts à développer certaines formes de tuberculose, particulièrement la tuberculose multifocale. En préparant cet exposé, je me suis posé plusieurs questions. Tout d'abord, concernant la définition, je me suis dit pourquoi on s'y intéresse, bien qu'il peut s'agir que d'une maladie rare. Est-ce qu'elle est grave et quelles sont ses particularités dans la présentation clinique, dans les particularités dans les difficultés diagnostiques, dans la prise en charge thérapeutique et dans le profil évolutif. Je vais essayer de répondre à ces questions un par un. Je vais commencer par la définition. La définition est claire. La tuberculose multifocale est définie par l'atteinte de 2 sites extrapulmonaires non contigus associés ou non à une atteinte pulmonaire. La deuxième question, s'agit-il d'une maladie rare ? Elle est rare. Pourquoi? Parce qu'en revoyant les données de la littérature, elle ne représente que 9 à 10% des localisations extrapulmonaires et que de 2 à 3% des cas de tuberculose. Donc ces différents chiffres et fréquences qui ont été publiés sont recensés à partir des cas publiés. C'est essentiellement des cas isolés dans la littérature ou à travers de petites séries publiées. La particularité de ces différentes séries, c'est essentiellement des séries descriptives, rétrospectives. Donc il n'y a pas eu d'études analytiques, d'études comparatives pour pouvoir définir au moins le profil de cette forme-là par rapport aux autres formes d'une part, et de rechercher quels sont les facteurs prédictifs pour développer une tuberculose multifocale, pour pouvoir établir et ajuster donc les mesures aussi bien préventives que pour la prise en charge thérapeutique. C'est des études qui ont intéressé essentiellement les pays à forte à moyenne endémie, mais particulièrement l'Afrique, le Moyen-Orient. Ces études ont intéressé également l'adulte et l'enfant. Et longtemps, ça a été rattaché, donc cette forme clinique a été rattachée pour les patients HIV+, mais on en voit de plus en plus chez les patients immunocompétents. Donc si on essaie de voir la fréquence donc, de cette forme clinique dans les pays du Maghreb, comme vous le voyez donc, sur ce tableau-là, les chiffres sont variables d'une étude à l'autre. La particularité de ces études réalisées en Algérie, au Maroc, c'est que c'est des études qui sont étalées sur plusieurs années et comme vous le voyez, donc, la fréquence peut aller jusqu'à déclarer jusqu'à 87 cas de nouveaux cas de tuberculose multifocale déclarés. Qu'en est-il pour la Tunisie? J'ai essayé de regrouper les différentes publications dans ce tableau et comme vous le voyez également, donc les chiffres sont très variables d'une étude à l'autre. La plus grande série, c'est la série de Sfax, où on a déclaré donc 64 nouveaux cas de tuberculose multifocale. La dernière étude, celle de Zalgouni, c'est une thèse qui est en cours et qui a intéressé la tuberculose grave et on a constaté que la fréquence de la forme multifocale est de à peu près 20%. Est-ce qu'elle est grave?
Pour définir une forme grave, il est important de revoir la définition. Il faut savoir qu'il n'y a pas de définition consensuelle. La tuberculose grave est toute tuberculose potentiellement mortelle nécessitant des niveaux de soins élevés, et les critères de sévérité sont basés essentiellement sur l'existence de localisations extra-pulmonaires qui ont en jeu le pronostic vital ou fonctionnel, ou qu'il s'agit d'une tuberculose disséminée, longtemps appelée miliaire, donc c'est où il y a une atteinte de 2 ou plusieurs sites, résultant essentiellement d'une dissémination hématogène du Mycobacterium tuberculosis. La réponse est oui, c'est une forme grave, parce que le taux de mortalité varie dans les études entre 16 et 25% des cas. J'ai essayé de revoir quelques études et la particularité et relever la fréquence dans certaines études. La première étude est une étude qui est menée à Dakar. C'est une étude rétrospective qui a intéressé 1194 cas de tuberculose. La fréquence de la tuberculose multifocale est aux alentours de 23,7% des cas. Il y a eu des cas de co-infection tuberculose, infection VIH, et le taux de mortalité est aux alentours de 30,5%. C'est le chiffre le plus important qui a été rapporté dans la littérature. La deuxième étude, c'est une étude qui a intéressé l'enfant. L'enfant essentiellement infecté par le VIH, et le nombre de décès chez ces enfants-là était de 12 sur une population donc à peu près de 300 enfants âgés en moyenne de 3,6 ans. Et les atteintes chez ces enfants-là, les atteintes les plus notées, ce sont les atteintes neuroméningées, médiastinopulmonaires, péricardiques, rénales et péritonéales. Cette étude tunisienne a révélé un taux de mortalité de 5,4% et c'est essentiellement des formes bivocales. Cette étude a été réalisée au sud tunisien et la fréquence de la tuberculose multifocale était aux alentours de 4,5 cas de tuberculose extra-pulmonaire. Je passerai à la dernière partie pour répondre à la question: cette forme-là est-elle particulière? Par sa présentation clinique, par ses difficultés diagnostiques, par sa prise en charge thérapeutique et pour son profil évolutif. Ici, j'ai essayé à travers de la littérature de rechercher des réponses à ces différentes questions. Et la conclusion que j'essaie de rapporter, c'est que la tuberculose multifocale est plutôt révélée et décrite sur plusieurs facettes. C'est plusieurs facettes, il s'agit de plusieurs facettes d'une pathologie très ancienne. Quelle est sa particularité sur le plan terrain? Elle touche essentiellement le sujet immunodéprimé, oui, principalement infecté par le VIH, mais on en a vu des cas chez les sujets immunocompétents. Les explications, c'est essentiellement cette forme-là est secondaire à une transmission massive de l'infection, à des états de malnutrition ou à une susceptibilité de développer cette maladie par défaut de l'axe interleukine 12, interféron gamma, et les deux principaux facteurs de risque sont l'âge jeune et le sexe féminin. Je l'ai mentionné ici pour pouvoir le confirmer à travers quelques cas que je vais présenter et l'étude de notre service. Donc, il est clair que dans ces différentes publications donc, tunisiennes et du pays du Maghreb, le délai de consultation et de diagnostic est lent, il peut dépasser les 3 mois. Quelles sont les autres particularités de la tuberculose multifocale? Il a été constaté dans les différentes publications que les atteintes les plus fréquentes, ce sont le poumon, les ganglions et les séreuses. Heureusement que ces localisations sont les plus fréquentes parce qu'ils vont pouvoir nous aider pour avoir un diagnostic positif aussi bien anatomopathologique que bactériologique. Il faut savoir que les atteintes osteoarticulaires sont rares, c'est essentiellement des spondyloducites, les arthrites périphériques sont rares. La particularité de ces localisations qui sont souvent sous-diagnostiquées, parfois inaugurales, rend le diagnostic difficile. Par contre, l'atteinte cérébro-méningée est rare. Elle aussi donc, rend le diagnostic difficile. Les atteintes cutanées, certes, vont être utiles s'ils sont là pour faciliter le diagnostic et elles occupent le 5e rang des localisations extrapulmonaires.
Donc j'ai essayé de rapporter dans cette étude également tunisienne les différentes fréquences des sites atteints dans cette étude. Et comme vous le voyez, comparativement aux données de la littérature, c'est toujours le poumon, les séroses, les ganglions, et on retrouve l'atteinte osteo-articulaire et l'atteinte également neuroménagée qui sont rares. La prise en charge thérapeutique sera certes difficile. Il a été constaté dans les différentes publications qu'il n'y a pas de consensus pour l'optimisation de la durée du traitement. Il suffit de se référer au schéma thérapeutique adapté aux recommandations du programme de lutte anti-tuberculose. Et il a été également confirmé que l'initiation précoce du traitement est associée à une amélioration significative des résultats. Certaines études se sont intéressées à l'indication, l'impact de la corticothérapie sur l'évolution des formes multifocales. Les choses ne sont pas claires, mais ce qui est recommandé, c'est d'associer cette corticothérapie aux formes disséminées avec des atteintes neuroménagées en cas de péricardite, en cas d'insuffisance rénalienne et en cas d'hypoxémie, donc réfractaire. Que peut-on retenir à la fin? La tuberculose multifocale est une maladie rare et grave. Le tableau clinique est souvent trompeur. Le diagnostic positif est difficile, mais heureusement qu'il est amélioré par les progrès de l'imagerie et des tests rapides, en l'occurrence le GeneXpert, et que la prise en charge est complexe, et je vais essayer de le prouver à travers quelques cas cliniques. Donc je commencerai par le premier patient. C'est un patient âgé pris en charge au pavillon C, 45 ans, qu'un mécanicien tabagique à 20 paquets années, qui n'a pas de facteur de risque, une symptomatologie qui évolue depuis 4 mois, douleur lombaire, amaigrissement, fièvre, paresthésie du membre inférieur. L'examen physique trouve une fraction douloureuse lombaire droite. L'échographie des parties molles conclut à une collection en regard du psoas avec multiples abcès paravertébraux. La ponction donc, de la tuméfaction a permis de mettre en évidence le Mycobacterium tuberculosis par la technique GeneXpert. Et l'IRM rachidienne a conclu à une spondylodicite, donc à la présence de spondylodicite D12 Al1, Al2, abcès paravertébraux épidurite. Le diagnostic de tuberculose bifocale avec une atteinte osteo-articulaire et pariétale fistulisée à la peau a été retenu. Et vous allez voir que la prise en charge était un petit peu complexe chez ce patient, puisqu'on a eu recours à la corticothérapie associée au traitement antituberculeux à de fortes doses. On a eu recours à des antalgiques palier 3 et on a eu recours à l'avis des orthopédistes et la mise d'une immobilisation du rachis tout le long du traitement. Heureusement que l'évolution est favorable. De même pour le deuxième cas clinique, c'était une patiente âgée de 15 ans, élève qui n'avait pas de facteur, elle n'avait pas de facteur de risque. Depuis 3 mois, douleur de la fosse iliaque droite, diarrhée, crachat hémoptoïque. Cet enfant a été initialement pris en charge au service de gastro, avec à l'examen donc une sensibilité abdominale diffuse. La coloscopie montre une valvule iliocécale congestive ulcérée et sténosée, et les biopsies ont conclu donc à un granulome épithélialoïde sans nécrose caseuse. Ils ont retenu le diagnostic de tuberculose et ils ont commencé le traitement. La radiographie de thorax a montré donc des lésions radiologiques évocatrices de tuberculose, et le GeneXpert a permis de confirmer qu'il s'agit bien d'une tuberculose ABK sensible. Le statut immunitaire est négatif et le scanner thoraco-abdominopelvien a montré, comme vous le voyez, a confirmé la localisation pulmonaire, la localisation héliocécale et la présence donc d'adénopathie digestive, donc digestive, confirmant qu'il s'agit bien d'une tuberculose multifocale. Mais cette patiente, on a diagnostiqué chez elle une embolie pulmonaire qui a été révélée à la suite d'un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë. De même pour le traitement, donc à côté du traitement antituberculeux, on l'a mis sous antivitamine K et on a eu du mal à l'anticoaguler avec une durée d'hospitalisation, comme vous le voyez, de 2 mois et demi, à une évolution favorable. Le dernier cas clinique, c'est un patient qui est âgé de 30 ans, originaire du Cameroun, qui est également tabagique, un statut immunitaire négatif, il n'y a pas de facteur de risque depuis 3 mois en dehors de son séjour en Cameroun. Donc depuis 3 mois, tout expectoration mucopurulente, une dyspnée d'effort, des douleurs lombaires, amaigrissement et fièvre nocturne. C'est un patient qui a été hospitalisé dans un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë avec sur le plan radiologique des lésions évocatrices de miliaire. Le diagnostic de miliaire tuberculose a été confirmé également par la mise donc mise en évidence du Mycobacterium tuberculosis sensible au GeneXpert. On a complété le bilan et le diagnostic de tuberculose multifocale avec une atteinte pulmonaire, cérébrale, osteo-articulaire a été confirmé.
Également, à côté du traitement antituberculeux, ce patient a nécessité sa mise sous antalgique palier 3. Malheureusement, pour ce patient, ça s'est compliqué par une neuropathie périphérique qui a nécessité également sa mise sous vitamine B. Et une insuffisance rénale aiguë d'origine immunoallergique nécessitant l'arrêt du traitement pendant 3 semaines pour pouvoir le réintroduire après amélioration donc, du bilan rénal. Et on a eu le recours à l'introduction du traitement antituberculeux de 2e ligne qui, comme vous le savez, c'est un traitement qui est assez cher et le schéma thérapeutique chez ce patient sera différent avec donc une durée de traitement au moins de 9 à 1 an. Je termine par les données préliminaires de cette étude menée dans le cadre du doctorat en médecine dans notre service. Le but de cette étude était de décrire les caractéristiques cliniques, biologiques, radiologiques et évolutives de la tuberculose multifocale afin d'améliorer le diagnostic précoce et la prise en charge thérapeutique. En fait, l'idée est venue puisqu'on a constaté dans le service, au cours de ces 2 dernières années, beaucoup de formes graves, beaucoup de formes de tuberculose multifocale. On se posait la question: qu'est-ce qui se passe? Quel est le profil clinique, radiologique, et thérapeutique et évolutif chez ces patients? Pour cela, on a mené cette étude rétrospective multicentrique qui a intéressé le Grand Tunis, le gouvernorat de Nablus. Mise au point concernant la tuberculose multifocale. Et pour la direction, je donne la parole à mon ami Sigeloul pour la discussion. Bien, juste les recommandations des responsables. Alors, 3 questions par communication. Les premières mains levées seront les premières servies. Oui, Ali Pizarouk. À 2. Donc, et puis, voilà. Oui, je voudrais vous poser des questions d'ordre pratique. Est-ce que vous avez trouvé dans la littérature que ces cas, on trouve une contamination, le contaminateur massif, une contamination massive pour développer des tuberculoses comme ça multifocales? Et l'autre question, le retard aussi du diagnostic, qui a inclus les patients âgés de plus de 18 ans hospitalisés pour tuberculose, pris en charge pour tuberculose multifocale. Et la troisième, concernant les tuberculoses multirésistantes. Moi, d'après mon expérience, c'est des sujets jeunes, l'âge moyen de 42 ans, une prédominance féminine, et vous voyez que les délais de consultation sont assez lents, avec une médiane de 5 semaines. Les délais de l'apparition de premiers signes fonctionnels et du diagnostic positif, qui est quand même aussi lent, il est de 3 mois. Heureusement pour ces patients-là, la confirmation bactériologique a été à peu près... Le contaminateur n'est pas identifié dans les réalisés, obtenus dans près de 50% des cas. Également pour la confirmation anatomopathologique et pour la topographie des différentes localisations, comme une série, comme vous le voyez, c'est la deuxième pulmonaire, l'atteinte des séreuses ganglionnaires qui sont au premier plan.
C'est pratiquement en disant, je termine avec la prise en charge thérapeutique, la durée moyenne du traitement, elle était de 8 mois, et comme vous voyez sur ce tableau-là, donc c'est pratiquement la dernière question concernant le schéma thérapeutique mentionné sur le programme national de lutte contre la tuberculose, et heureusement, c'est une forme très particulière dans sa prise en charge obtenir la guérison dans plus de 50%. Ça sera une population très hétérogène, mais notre expérience, nous, dans notre service, qui est le service référent de la prise en charge de la tuberculose multirésistante, on n'a pas beaucoup de formes multifocales. On a pratiquement 3 ou 4 cas de formes multifocales. C'est essentiellement des localisations pulmonaires isolées, mais des localisations qui sont très étendues et graves. C'est Ali. Merci. Merci Hafa pour cette belle présentation. Moi, je voulais te dire que, en fait, cette tuberculose multifocale a été décrite pour la première fois dans les grandes villes et à New York. Vous savez, c'est une pathologie des grandes villes. C'est vrai que c'est préoccupant sur le plan de la prise en charge, mais sur le plan épidémiologique, c'est rassurant. Parce que le fait qu'on ait cette forme-là en Tunisie, c'est-à-dire qu'on va avoir une transition épidémiologique de plus en plus faible et on va avoir des atteintes ciblées graves et qu'on va passer d'un pays endémique à un pays de foyer de résistance. Parce que ces formes-là ont été décrites beaucoup plus dans les pays nantis que dans les pays qui ne sont pas nantis. Donc, on s'inquiète sur le plan de la prise en charge, mais on doit être rassuré sur le plan épidémiologique parce que je vous remercie pour cette prise en charge que vous avez faite depuis que le Global Fund nous a aider à diagnostiquer la tuberculose. Je ne dis pas l'éradiquer, mais à diminuer au moins sa fréquence. Merci, Ali Boubacar. Merci, si Geloul. Bon, j'ai une question à propos de la pathogénie. Donc, quand on parle d'une tuberculose pulmonaire avec une tuberculose extra-pulmonaire, là, je me pose la question. Quelle est la pathogénie? Est-ce que c'est une forme hématogène? Ou est-ce que dans ces cas-là, il s'agit de deux types de BK? Merci. Les choses ne sont pas très claires concernant la pathologie, du moins pour les formes extra-pulmonaires et surtout pour la forme disséminée, c'est clair, c'est une dissémination hématogène. Et d'ailleurs, la forme multifocale est classée parmi les critères, de gravité pour définir donc la tuberculose disséminée. On me dit que c'est essentiellement une contamination massive, même si sur un terrain immunodéprimé, donc les choses seront plus graves par rapport à un sujet immunocompétent. Il y a l'autre facteur qui a été relevé dans les différentes publications, c'est surtout en plus de l'immunodépression, particulièrement l'infection VIH, l'état de malnutrition, donc, est également un facteur favorisant donc, qui intervient donc, dans cette pathogénie. Je n'ai pas bien détaillé les données dans les différentes études, mais même dans notre étude, c'est des patients qui sont cachectiques, qui sont dénutris. Ça a été confirmé dans la majorité donc, des cas.